c'est qu'on fait face à des partis États. Et les CAM remplis de membres des RDPC, la préfectorale rempli de membres des RDPC, Conseil économique et social rempli de membres des RDPC, le Conseil constitutionnel rempli de membres des RDPC, ça ne devrait pas choquer. Ça ne devrait plus choquer, parce que nous avons l'habitude de cela. Même cette question de réserve des fonctionnaires, oui, on voit même des préfets qui abordent la tenue RDPC dans les manifestations. On voit même des magistrats qui le font. On voit plein de personnes, des chefs de village qui le font. Donc pour moi, ça devrait pas interpeller. Moi, ce qui m'interpelle dans ce point, c'est de voir qu'effectivement, on constate qu'il y a le feu à la maison. Parce que ces pratiques-là, elles se faisaient avant. Elles n'étaient pas diffusées. Ça passait pas à la télé, on mettait pas ça dans les journaux. Ça se faisait. Simplement, aujourd'hui, on a un parti État qui se rend compte que la situation est compliquée. Il va falloir montrer qu'on tient toujours les rênes, même si dans les faits, on sent qu'il y a quand même il y a un problème, il y a l'huile qui ne prend pas dans la machine. Il faut montrer que nous sommes présents. C'est plutôt dans cet aspect communication que, c'est ce qui m'interpelle sur cette convocation. Sur la question de la compétence, la qualité ou non du SGPR, il faut comprendre qu'on a un fonctionnement institutionnel au niveau de l'État qui fait que on a le secrétaire général de la présidence qui s'occupe de l'aspect politico-administratif et on a le directeur de cabinet civil qui s'occupe qui s'occupe de la cuisine du président de la République. Donc, pour moi, le secrétaire général de la présidence est dans son rôle, surtout qu'on a un président qui n'est plus en capacité, qui n'a plus les aptitudes nécessaires pour gérer ce truc-là. Quand bien même, on peut se poser la question de savoir si jamais il a eu à diriger une telle réunion. Je pense qu'il a toujours eu à déléguer. Donc pour moi, c'est un non-événement, cette convocation. Comment vous réagissez à ces consultations au Palais de l'Unité, maître? J'avoue que je suis très surpris par quoi que les consultations ou la démarche entreprise par le ministre d'État SGPR retient notre attention. Parce qu'en réalité, moi personnellement, je suis un opposant. Je ne m'intéresse pas à ce que le parti au pouvoir fait. Parce que ce qui doit nous intéresser, c'est les stratégies, c'est les démarches que nous, les opposants, nous entreprenons pour impulser une véritable dynamique politique alternative en octobre 2025, pour qu'on essaye d'inverser la tendance. Est-ce que le fait qu'il soit reçu au Palais de l'Unité, est-ce que le fait que ça ne vous choque pas, ça ne vous choque pas, pourquoi? Est-ce parce que on a fini par... normaliser l'écart? Pourquoi est-ce que ça ne vous choque pas? Non, pour moi, il n'y a pas d'écart. Non, je suis très honnête là-dessus. Pour vous, il n'y a pas d'écart? Vous savez, qu'on le veuille, parce que M. Rufo va me tirer dessus, depuis 2 semaines, nous assistons incontestablement à une autoflagellation de la majorité présidentielle. Ça, c'est évident. Il y a 3 candidatures depuis 2 semaines qui sont sorties de la majorité présidentielle. Cela veut dire qu'il y a problème. 3 candidatures? Il y a 3 candidatures. Il y a M. Thieroma Bakary qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il y a Bello Bouba. Il y a même un militant du RDPC qui est conseiller municipal qui a annoncé sa candidature. Oui, c'est la vérité. Bon, ça c'est une candidature. Non, c'est un militant. Non, c'est un élu du peuple. Monsieur Oufo, vous n'êtes pas un élu du peuple. C'est un élu du peuple. C'est une candidature fantaisiste. Non, il ne peut pas être. Est-ce qu'il n'est pas militant du RDPC? C'est le comité central qui donne l'investiture. Lui va avoir son investiture. Dans tous les cas, il y a autoflagellation de la majorité présidentielle. De mon point de vue, il y a de bon ton que le parti État essaie de multiplier des stratagèmes pour, réajuster les pions. Et c'est sur ce plan que je suis convaincu que le président de la République a certainement donné des hautes instructions à son ministre d'État, secrétaire général, de procéder à un certain nombre de consultations. Et puis je vais vous dire quelque chose. Lorsque M. Thieroma Bakary, Issa Thieroma Bakary démissionne et il annonce sa candidature, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça pose un problème très sérieux. Parce que l'alliance politique qui liait M. Thieroma Bakary au président Biya était différente de la plateforme politique que la plateforme d'action gouvernementale Bello Bouba Maïgari avait avec le président de la République. Parce que M. Thieroma Bakary avait une alliance politique entre 2 acteurs politiques. C'est lui-même qui a signé l'alliance avec le président Biya.
lui-même, ce n'est pas le parti. Ce n'est pas son parti. On ne sait pas s'ils ont signé un document. Hein, non, ils ont signé un document. Écoutez, c'était un soutien. Ils ont signé un document. Il y a toujours des accords. On matérialise quand même quelque chose. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, je vous coupe une seconde. Je conteste le fait qu'il y ait une alliance, formelle entre le président Biya et Issa Tiroma. Que cette alliance soit écrite ou non écrite, toujours est-il que c'était une alliance entre deux personnes. Vous comprenez? Aujourd'hui, que l'une des personnes, on appelle ça chez nous, je parle sous le contrôle de mon estimé confrère, on appelle ça chez nous un contrat synalagmatique, un contrat qui implique une réciprocité de droits et d'obligations. Il y avait une réciprocité de droits et d'obligations entre M. Issa Tiroma Bakary et le président Paul Biya. Aujourd'hui, donc, Tiroma Bakary décide de résilier son engagement contractuel ou bien sa relation contractuelle. Parce que dit-il, il n'a plus accès à son allié politique. Tout à fait. Il est de bon ton que son co-contractant trouve des stratagèmes pour essayer de s'assurer qu'il maîtrise encore la situation dans cette région. C'est pour ça que, justement, il a certainement donné de hautes instructions à son ministre d'État de discuter, d'échanger avec les forces vives de cette région pour voir s'il maîtrise encore la situation. Si ce n'est pas le cas, qu'il trouve, j'allais dire, des stratégies nécessaires pour repositionner les pions. C'est de ça qu'il s'agit. De notre point de vue, c'est pas intéressant, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Ça ne va pas nous ça ne doit pas nous intéresser. Si tu permets, j'ai dit que le point ne m'intéresse pas, mais les interventions des deux avocats sur le plateau m'intriguent. Parce que j'ai la faiblesse de croire qu'ils sont en train de se laisser prendre par le piège du RDPC. La lecture que nous avons de cette situation est qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a aucun problème au sein du RDPC, ni au sein de la majorité présidentielle. Justement, la théâtralisation de ces rencontres au SGPR nous laisse croire qu'on veut nous faire croire qu'il y a péril en la demeure alors qu'il n'y a rien. C'est pour cela que je vous dis, de notre point de vue, ce n'est pas intéressant. Parce que ce que Tiroma et Bello font, nous considérons, nous autres, que c'est une instruction claire de M. Biya. C'est ce qu'ils font là. Pour nous, ce n'est pas une défection, ce n'est pas une démission. Et vous verrez, lorsque la candidature du RDPC sera mise sur le plateau, ces deux individus reviendront vous dire que, bon, après réflexion, après renégociation, nous revenons à la maison et nous allons... Vous en êtes certain, Damien Macron, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est la première fois que le SGPR reçoit des gens pour consultation à la présidence de la République? Vous pensez? Ce n'est pas la première fois. Pourquoi cette fois-ci? C'est en Mondo Vision qu'ils le font. Ils le font justement parce que ça cache quelque chose derrière. Donc de notre point de vue, je ne voulais pas m'étaler sur le sujet davantage. Je dis simplement que ça ne nous intéresse pas parce que nous savons qu'on théâtralise une situation parce qu'on a justement constaté qu'au nord, il y avait le feu avec une pénétration importante du MRC, du SDF, du PCRN et d'autres partis qui sont en train d'essayer de grappiller des voix au nord. Et donc on envoie ces deux ministres-là qui se souviennent subitement à 4 mois d'élection présidentielle que le Cameroun ne va pas bien, ils peuvent être candidats à l'élection présidentielle et ça ne nous intéresse pas. Peut-être, oui. Vous terminez pour qu'on pose la question justement à Patrick Riffon. Vous savez, nous sommes des acteurs politiques. Hein. Vous savez, nous autres qui avons eu le privilège, parce que nous autres nous apprenons tous les jours les méthodes des sciences politiques. On nous dit toujours que en sciences politiques, la première exigence, c'est la maîtrise du terrain politique. Vous comprenez? Et cette maîtrise du terrain politique nous amène aujourd'hui à penser que nous essayons de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe montre que dans le camp d'en face, il y a un problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit tout à l'heure que ça ne doit pas nous intéresser parce que ça ne nous profite pas. Mais par contre, là où je peux rejoindre Damien Macron, c'est que nous, à l'opposition aujourd'hui, nous devons réfléchir sur le meilleur stratagème possible pour capitaliser, j'allais dire, cette autoflagellation du camp d'en face. Mais il y a un problème là-bas. Ne nous leurrons pas, il y a un problème là-bas. Il y a un problème et je sais, pour moi... S'il y a un problème, ce n'est pas celui qu'ils essayent de nous présenter. Il y a un problème. Maintenant, comment le camp d'en face essaie de
travailler pour essayer de colmater les brèches, ça ne doit pas nous intéresser. C'est parce que vous pensez comme vous pensez là, qu'on voit ce balai des opposants de spectacle aller saluer Chiroma, Bello Bouba et tout ça, parce qu'ils se disent qu'il y a une opportunité. David Macon, est-ce la raison, est-ce justement parce que vous dites être certain de ce que Bello Bouba Maïgari et Chiroma rentreront à la maison, j'ai nommé la majorité présidentielle, est-ce la raison pour laquelle justement on n'a pas vu le PCRN? Je rappelle que cette semaine, Bello Bouba Maïgari a reçu un militant du STF, militant du MRC, et pareil également pour Issa Tiroma Bakari, qu'on a vu justement avec des formations politiques comme le PAL, comme l'UDC. Donc, est-ce la raison, est-ce la raison pour laquelle le MP d'Ilerzipan justement, est-ce la raison pour laquelle le PCRN ne s'associe pas à cette démarche? Je soupçonne que vous n'avez jamais été en prison, Madame Ganje, mais vous n'avez jamais été en prison. Mais ceux qui ont fait un tour savent que lorsque vous y arrivez, vous faites allégeance à ce que vous y avez trouvé. Vous n'avez pas compris. Monsieur Issa Tiroma Bakari et Monsieur Bello Bouba Maïgari sont comme des personnes qui étaient en liberté, qui nous retrouvent en prison. Ils doivent venir faire allégeance. Si vous attendez que le PCRN aille faire allégeance à des gens qui étaient hier au paradis, nous retrouvent en enfer, je rappelle qu'en 92, l'UNDP existait déjà et que l'UNDP était dans l'opposition, en 92. Je vous répète que lorsque vous arrivez en prison, vous faites allégeance au maître que vous trouvez en prison. En gros, le PCRN attend que l'UNDP et le FSNC viennent. C'est ma position personnelle. Ah, c'est pas la position du parti. Mais je rappelle également que vous représentez... Si le président du PCRN, dont je suis le deuxième porte-parole, me demande mon avis pour aller voir Bello Bouba Maïgari ou Issa Tiroma Bakari, j'utiliserai exactement l'image que je viens d'utiliser en lui disant que Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari nous ont trouvés en prison, ils n'ont qu'à venir faire allégeance et on avance. Patrick Rifo, quel est l'impact de l'annonce de ces deux candidatures, Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, sur la sérénité dans votre parti à quelques jours seulement de la convocation du corps électoral? Madame Léla, les propos sur ce plateau montrent bien que l'annonce de ces candidatures pose plutôt un problème au sein de l'opposition. Ce n'est pas dans la majorité que ça fait problème. Vous voyez bien qu'il y a des voix divergentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui accueillent, qui considèrent que tout le monde est le bienvenu dans l'opposition. Mais par exemple, Damien considère que ces deux-là sont malvenus. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont malvenus. J'ai dit qu'ils sont les bienvenus pour autant qu'ils prennent la place qu'ils méritent. Non. Damien, s'il faut évaluer le poids politique d'un parti comme l'UNDP et celui du PCRN aujourd'hui, qui pèse plus? Je réitère ce que j'ai... On ne va pas faire cette évaluation sur cette base-là. Je réitère ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que il y a une question sous-jacente à cette démission-là. C'est que ça rebat les cadres. C'est-à-dire que quand vous avez deux personnalités comme ça qui arrivent, ça rebat les cadres. La première question, c'est qui est désormais le leader d'opposition? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi cette question est importante? Parce qu'à partir du moment où on répond d'une certaine façon à cette question, les possibilités d'alliance et donc d'allégeance dont parle Damien se font naturellement autour de la figure proéminente. Vous êtes communicant politique, vous êtes un expert en communication politique, d'accord? Vous-même savez ce qu'on appelle opposition. L'opposition, c'est l'ensemble des acteurs politiques qui n'exercent pas le pouvoir. Je n'ai pas terminé. M. Bello Bouba Maïgari et M. Issa Tiroma Bakari ont exercé le pouvoir. Oui. Ils ont exercé le pouvoir pendant 7 ans de mandat et à 4 mois de la fin de ce mandat, ils considèrent qu'ils ne peuvent plus l'exercer. En quoi cela devrait intéresser le politique? Non, mais ils sont passés à l'opposition. D'ailleurs, Bello Bouba, il a exercé le pouvoir pendant 28 ans. C'est-à-dire, ça fait quand même 4 septennats. Issa Tiroma, c'est une vingtaine d'années. Mais ça ne change rien au fait qu'ils sont passés à l'opposition. Et quand vous avez quand même Bello Bouba... Je rappelle que l'une de ses vice-présidentes a refusé de démissionner en précisant qu'elle n'était pas... Lui-même n'a pas rompu son alliance. En précisant qu'elle n'était pas d'accord avec... qu'elle n'avait pas été consultée, voilà. Bon, il faut faire attention. Monsieur Bello Bouba est un haut commis de l'État. Il était déjà secrétaire général adjoint de la présidence de la République en 1982. Donc il a un certain sens de l'État. Il n'a pas démissionné de manière théâtrale
comme M. Issa Chiroma Bakary, qui a abandonné son poste et qui s'est retrouvé à Garoua. Quand vous démissionnez d'une fonction comme celle-là, d'une fonction de directeur général, et ainsi de suite, vous expédiez les affaires courantes jusqu'à ce que soit pourvu à votre remplacement. C'est pour ça qu'il continue. Ce n'est pas juste. Non, c'est le... Vous vous rendez compte quand même que vous confirmez le propos qu'il est en train de dire. On a des gens qui vont faire de l'entrisme dans l'opposition pour revenir après à la maison. Ce n'est pas de l'entrisme, c'est de la responsabilité. Même quand vous démissionnez, vous expédiez les affaires courantes. Madame Léla, vous pouvez démissionner. Quand vous déposez sa lettre de démission 2 jours avant d'aller au Nord. Donc vous ne pouvez pas dire ce que mais je dis, quand vous démissionnez, vous continuez à expédier les affaires courantes jusqu'à ce que soit pourvu à votre remplacement. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Vous ne démissionnez pas et puis vous restez chez vous. Non, ça c'est de l'abandon de poste. Et ça prouve que vous n'êtes pas apte aux fonctions auxquelles vous prétendez. En réalité, Bello Bouba a choisi de le faire dans les formes. Donc il attend que soit pourvu à son remplacement avant de pouvoir prendre ses quartiers chez lui. Toujours est-il que, et je maintiens ma position, le Mistigri est au sein de l'opposition, où il y a des divergences parce que beaucoup ne considèrent pas, beaucoup refusent de considérer Bello Bouba comme le leader de fait. Parce que quand vous gérez 17 communes, quand vous avez 7 députés, quand vous gérez une région, une communauté urbaine, sur le plan quantitatif, vous êtes de fait le chef de l'opposition. Et ensuite, quand vous avez son passé et aussi son passif, il a quand même fait 19% en 1992. Personne n'a fait mieux en dehors de ni John Frundi. Vous avez une certaine carrure et une expérience qui font de vous une personnalité prééminente. Donc, la question aujourd'hui est celle de savoir si les opposants vont aller se coucher à Garoua et lui faire allégeance pour qu'il devienne notre challenger. Et nous, on attend de voir comment est-ce que ça va se recomposer au sein de l'opposition. Nous, on attend de savoir comment ça va se recomposer au sein de l'opposition pour identifier précisément notre challenger. Nous considérons a priori que ça pourrait être M. Bello Bouba. Maître Calvin Diop, aujourd'hui, on a 2 personnes qui, après avoir été aux affaires, près de 30 ans pour le président de l'UNDP, Bello Bouba Magari, plus de 19 ans pour Issa Chiroma Bakary, qui, après avoir démissionné du gouvernement, annoncent leur candidature. Comment est-ce que vous appréciez leur démarche? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça aille de cette façon-là? Non. Qu'ils annoncent leur candidature après avoir démissionné. Il y a clairement une question de cohérence politique, en fait, et même d'image au sein de la population. La concomitance entre les deux faits, la démission et l'annonce de la candidature, ça interpelle. Et je tends, après avoir écouté Chéri Fouet, je tends à me rapprocher de l'argumentaire, l'explication de M. Macon, qui semble dire qu'effectivement, on a non pas de vrais opposants, mais des gens envoyés en mission. Et en tout cas, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Parce que, effectivement, ça a été dit, des personnes qui ont exercé de hautes fonctions, qui, à la veille d'une élection majeure, d'une élection importante pour le pays, décident de faire cette démarche. C'est clair que ça ne peut qu'interpeller tout citoyen, et il faudrait regarder cette affaire-là de très 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 près. Alors, Maître Simon-Serge Kaka, comment comprendre la réaction de l'opposition face à ces démissions de Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Magari? On le constate, certains les accueillent les bras ouverts. On a entendu votre discours tout à l'heure. D'autres, par contre, sont un peu plus réticents, comme Damien Macon. Oui, mais c'est normal. Vous savez, ce genre de situation n'a jamais fait d'unanimité, dans une opposition bien structurée. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Lorsque M. Issa Chiroma Bakary a démissionné, j'avais pratiquement la même lecture que M. Damien Macon. Oui. Vous savez, en sciences politiques, lorsqu'on traite, lorsqu'on étudie ce qu'on appelle les alliances politiques, lorsqu'il y a un parti d'opposition s'allie au parti au pouvoir, ce parti opposition adopte généralement 2 postures qui sont alternatives. Soit ils adoptent ce qu'on appelle la posture collaborationniste endogène. Ça veut dire qu'ils entrent carrément dans le ventre du parti au pouvoir. Ils pensent comme le parti au pouvoir. C'est ce que les Bello faisaient. C'est ce que les Chiroma faisaient. On avait l'impression que chaque fois qu'il y avait même une élection, tu vois, les militants de l'UNDP ou bien le président de l'UNDP se mettaient avec le président du RDPC pour dire la même chose.
C'est-à-dire qu'il y avait difficilement une divergence entre le discours de l'UNDP et le discours du RDPC. Peut-être dans le cas de l'UNDP, ça se comprenait, puisqu'ils avaient une alliance, c'était comme la plateforme d'action gouvernementale. Tu comprends. Bon, maintenant, il y a également une autre possibilité. Ça peut être ce qu'on appelle une posture collaborationnelle exogène. Ça veut dire qu'en fait, on vous envoie, c'est-à-dire que chacun est sur le terrain. Vous annoncez même vos candidatures. Mais à la fin, vous vous retrouvez. Donc, moi, j'avais cette lecture. J'avais l'impression que c'est le RDPC qui certainement... Qu'est-ce qui a fait que vous changez de lecture? Non, objectivement, lorsque j'ai commencé à suivre les discours de Tiroma, et je suis revenu, parce que vous savez, nous les juristes, je pense sur je le précise que Bello Bouba Maïgari n'a pas la même posture qu'Issa Tiroma Bakary. Oui, mais sauf que lorsque Tiroma a commencé à parler, j'ai pris sur moi d'aller trouver leur plateforme. J'ai lu la plateforme UNDP-RDPC qui a été signée, je crois, le 7 novembre 1997. Et j'ai également lu le document qui liait M. Tiroma au président Biya. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, les deux n'étaient pas dans la même posture. D'un côté, c'était un contrat de parti à parti. L'autre, c'était un contrat d'acteurs entre les acteurs politiques. Et j'ai compris effectivement que justement, lorsque vous voyez M. Tiroma, il s'est senti frustré dans l'exécution de son accord avec Podia, qu'il ne parvenait même plus à rencontrer. Il ne parvenait plus à rencontrer. Par après 10 ans, il n'avait plus d'interlocuteur. Il s'est rendu compte qu'il est dans une espèce d'entourloupe qui l'oblige à partir. Et de là, ça peut lui donner les ailes, ça peut lui donner sa liberté, ça peut lui donner la possibilité de penser à voler de ses propres ailes. Moi, je pense que c'est à ce moment que j'ai changé de position. Et maintenant, moi, je continue à dire que moi, je ne m'intéresse pas au stratagème, à la stratégie, aux démarches que le RDPC va faire pour essayer, j'allais dire, d'arrondir les bords. Moi, je m'interroge sur la posture que l'ensemble de l'opposition doit adopter pour capitaliser cette situation. C'est ma position. Ça, c'est ma position. Et je continue à dire, contrairement à ce que dit Damien, on ne peut pas dire que non, ces gens ne sont pas bienvenus chez nous. Vous savez, lorsque vous voulez gagner un match, on ne lésine pas sur les moyens, hein, vous comprenez? Parce que gagner un match de cette envergure, il faut jouer en équipe. Et c'est justement parce que notre opposition n'a jamais véritablement joué en équipe qu'on a toujours perdu. Et j'ai la conviction que l'occasion nous est donnée de trouver les moyens, de trouver des stratagèmes pour impulser une véritable dynamique fusionnelle. En quoi est-ce que l'annonce de candidature d'Issa Tiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari est un plus pour l'opposition? Justement, si vous permettez, si tu me donnes une seconde. Non, tu m'as pas la parole. Non, c'est une très bonne question, Léla. Non, la vérité, c'est que, vous savez, il y a plusieurs types d'opposants. Il y a les opposants qui n'ont jamais collaboré avec le pouvoir, qu'on appelle généralement les radicaux. Il y a des opposants qui sont toujours dans une posture collaborationniste. Mais, dans les pays, je vais vous dire une vérité, c'est difficile de trouver un opposant radical qui gagne l'élection dans un pays. Parfois, c'est ces collaborationnistes-là qui nous apportent toujours en plus. Même pas comme leader, ils peuvent venir là, mais leur apport peut nous donner beaucoup d'éléments parce qu'ils ont été dans la maison. C'est quand on a été dans la maison qu'on est mieux outillé pour combattre l'ennemi. Je vais vous dire une vérité. Bon, je n'ai pas fait l'apologie de ce qu'on appelle le coup d'État. Même ce qu'on appelle le coup d'État, le coup d'État est difficilement fait et réussi par quelqu'un qui sort de l'extérieur. Dans la plupart des cas, on va tout vous dire que ce soit l'aide de camp, ce soit le commandant de la... Au Gabon, même au Gabon, là, celui qui a réussi à renverser le pouvoir, c'était le commandant de la garde républicaine. C'est lui qui était dans le palais. Donc c'est pour dire quoi? Quand vous avez des éléments, des vieux briscards en politique, comme Bello Bouba Maïgari, qui soit dit en passant, c'est un fait historique, est le premier ministre du président Biya. Ça, vous ne le savez pas? Vous comprenez? C'est un vieux briscard de la politique. Son apport dans le camp de l'opposition n'est pas à négliger. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'ils viennent, il faut faire preuve de stratégie. Parce qu'en politique, l'action c'est bien, mais la stratégie est nettement mieux. Oui, Madame Ganzo, imaginez que nous soyons dans une finale de Coupe du Cameroun et le AS Fortuna doit rencontrer Coton Sport de Garoua. Et cette finale se tient à l'orée de la saison creuse, la saison des transferts. Et Coton Sport de Garoua vous envoie 2 joueurs et dit à AS Fortuna, je vous vends 2 joueurs. Vous les prenez, vous les alignez à la finale de la Coupe du Cameroun. À coup sûr,
Même qu'ils soient gardiens ou pas, ils vont vous jouer des sales tours. C'est exactement... Moi, j'entends Maître nous dire d'accueillir Belou Magari parce que je suis tout à fait d'accord. L'opposition qui va gagner en 2025 n'est pas une opposition exclusive. Mais cet accueil, je trouve leur triomphe un peu précoce. La première question à se poser, lorsque vous voulez analyser cette question de façon rigoureuse, comment est-ce que vous venez de démissionner et vous présentez votre candidature? Ça devait intéresser tout parti politique d'opposition sérieux à se poser la question de savoir ces gens-ci qui démissionnent et posent leur candidature directement, est-ce que c'est dans une logique qui peut aider l'opposition à gagner? Vous serez attendu à quoi après démission? Non, vous démissionnez, vous demandez à retrouver vos pairs pour discuter. Mais lorsque vous démissionnez, vous posez votre candidature. Qu'est-ce que vous envoyez comme message à vos pairs? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, aux jeunes du Nord, à qui on propose des candidatures des gens de plus de 80 ans. Est-ce que vous ne l'avez pas mauvaise parce qu'il y a justement certains de vos militants un militant en particulier qui a démissionné pour rejoindre l'UNDP? Est-ce que c'est pas pour ça que vous l'avez mauvaise? Non. Il y a des militants du MRC et du PCRN qui ont rejoint le MRC. Il y a des militants du PCRN qui ont rejoint le SDF. Il y en a d'autres l'UNDP au lendemain de l'annonce de Belou Magari. Non, cela ne nous importe pas. Dans les mouvements de personnes dans les partis politiques, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Lorsque vous ne vous sentez plus en redevabilité avec votre parti, vous avez le droit de partir. Pendant que vous partez, c'est comme un train, d'autres montent, d'aucuns descendent, d'autres montent. C'est un parti politique. J'ai l'impression que vous ne voulez pas faire le rapprochement. J'ai l'impression que vous ne voulez pas faire le rapprochement entre la démission de votre ancien camarade et les propos de Belou Magari. Sa sortie du gouvernement, on va dire ça comme ça. Son annonce d'être candidat de concourir à l'élection présidentielle. Bon, mettons-nous pendant quelques secondes. Parce que jusqu'à ce que Belou Magari prenne la parole, est-ce que votre camarade avait un jour manifesté le besoin de partir du PCRN? Je me mets donc dans la peau de mon ex-camarade qui a rejoint Belou Magari. Je suis donc un fils du Nord. Je pose une question. Nous, jeunes Camerounais de façon générale, nous aspirons au rajeunissement de la classe politique camerounaise. Lorsque Belou Magari démissionne du haut de ses 80 et poussières, je ne connais pas 79 ans, je crois. Voilà, Belou Bouba 78 ans. D'accord. Par contre, Tiroma 79 ans. Voilà, du haut de ses 78 ans. Disons même que on le soutienne et qu'il soit président de la République. Vous savez ce que ça veut dire pour nous autres qui aspirons à avoir des fonctions étatiques importantes? On ne pourra pas avoir, nous, jeunes, je parle du jeune du Nord, on ne pourra pas avoir le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, lorsque Belou Magari sera président, nous, jeunes du Nord, nous serons exclus de la gouvernance parce qu'il faudra composer le Cameroun et ayant plusieurs communautés, il faudra composer avec le Sud, avec l'Ouest, avec le littoral, avec le Sud-Ouest, etc., etc. Donc, ce camarade qui démissionne parce qu'il a entendu Belou Magari parler, il fait fausse route. Il a une démarche que moi je ne comprends pas en fait. Ce que je veux dire à ces jeunes-là, c'est que nous aurions compris que la démarche de ces aînés eût été... Est-ce une démarche communautariste, la démarche de votre ancien camarade? Je n'en sais rien. Vous voulez m'amener à dire des choses que je ne veux pas dire. Qu'elles soient communautaristes ou pas. Moi, je crois d'ailleurs que si on peut donner un peu de crédit à la démarche de Issa Tiroma Bakari et de Belou Magari, si je fais fausse route sur l'idée qu'ils ont été envoyés en mission, la deuxième option, c'est l'option du repli identitaire. La présentation de candidats du Nord. Il n'y a pas de troisième possibilité où un opposant du Sud pourrait ouvrir les bras à M. Tiroma ou Belou Magari en espérant qu'ils quitteront le Nord pour venir soutenir une personne du Sud. Ce n'est pas possible. Dans leur entendement, ils ne peuvent pas le faire. Ils l'ont fait pendant 43 ans. Ils ne le feront plus. Donc, ceux qui accueillent ces personnes à bras ouverts, moi, je ne leur demande pas de ne pas le faire. Je leur demande de les prendre avec un peu de pincette. Vous ne pouvez pas avoir été pendant, pour l'un, 19 ans, pour l'autre, 40 et poussières d'années, dans le sérail. Et le jour même que vous démissionnez 4 mois avant une élection présidentielle, on vous accueille en triomphe, en considérant, et le docteur Rifo vous dit que vous devez les accueillir en vous rappelant qu'ils sont leaders de l'opposition du point de vue du nombre de leurs élus. Moi, ça me pose un problème. Je termine donc en vous disant, que ce soit pour le PCRN ou pour les autres partis d'opposition qui sont allés saluer et faire un peu de spectacle pour qu'on voit que Bandaka, non pas Bana, je sais pas, il s'appelle MPLA,
le président Zipan, j'ai vu Tomaino, c'est leur droit. C'est leur droit d'aller le faire. Mais je crois humblement qu'ils font fausse route. Ils devraient demander à ces deux anciens ministres de laisser leur affaire de candidature, de venir à la table de discussion et de négociation de laquelle sortira donc un candidat unique. Docteur Patrick, avant mettre sur... C'est une petite parenthèse, hein, pour revenir rapidement aux consultations faites au Palais de l'Unité. On apprend qu'elles sont faites sous très haute instruction du président Paul Biya. J'interroge justement la crédibilité de cette information quand, il y a quelques heures seulement, Issa Chiroma Bakary, qui est encore ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, allié de Paul Biya, nous fait savoir que Paul Biya n'est plus celui qui tient le gouvernail. Là, j'ai paraphrasé, qu'en ce moment, il y a effectivement deux clans qui s'affrontent. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous prouver effectivement que ce sont les instructions du chef de l'État? Issa Chiroma Bakary a été ministre de la Communication à un moment où ce ministère était un ministère stratégique dans l'action gouvernementale. On faisait face à la fois à Boko Haram, aux actions sécessionnistes dans le Nozo, ainsi de suite. Et cette position-là avait probablement induit qu'il ait un accès privilégié au chef de l'État. Après le réaménagement ministériel qui s'en est suivi, il s'est vu confier le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui est certes un ministère très important, mais les situations de crise, bon, vous entendez, c'est Damien qui en parle, hein, moi je ne l'ai même pas dit, mais les situations de crise n'existant pas au sein de ces ministères-là, il faut comprendre que le président ne l'invitait probablement plus à dîner le soir pour savoir quel est l'état de l'opinion dans le pays. Et je conçois que par dépit, il ait choisi de prendre ses distances. Mais vous savez, moi, je travaille avec beaucoup d'aînés. Et ce que je sais, c'est que quand vous avez un patron, vous pouvez solliciter de le rencontrer, mais c'est lui qui a la main. C'est-à-dire, c'est lui qui accède à votre sollicitation. Ce n'est pas parce que vous dites 5 fois « je veux te rencontrer » qu'il accède à ta sollicitation 5 fois. S'il estime que dans son ordre de priorité, tout ce dont tu veux lui parler est d'un intérêt moindre, il va te conduire. On parle là d'un président et de ses ministres. Voilà, on parle malheureusement. Vous avez une conception bien camerounaise de la gouvernance. Non. À quel moment, Dr. Patrick, à quel moment est-ce que le président de la République rencontre ses ministres camerounais? Non, aucun. Écoutez, le président de la République rencontre le Premier ministre tous les mercredis. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et c'est lui l'interface entre... Est-ce que la Constitution camerounaise prévoit des conseils de ministres? Madame Léla, mais justement, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui institue les conseils de ministres. Aucune. On ne nous dit pas dans la Constitution que les conseils de ministres doivent se tenir instamment chaque année. Non, ce n'est dit nulle part. Donc, contrairement à tout ce qui circule, le président ne viole aucune loi en ne les convoquant pas. C'est un instrument. C'est suffisant de rencontrer le Premier ministre, le chef du gouvernement. Mais vous pensez que quand le président de la République rencontre le chef du gouvernement, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour papoter ou pour jouer au songo. Non, quand il rencontre le Premier ministre, c'est pour faire le point des dossiers. Donc quand vous êtes un ministre, si vous avez des soucis, vous vous référez à votre chef qui est le Premier ministre, qui reportera au président de la République. Mais vous n'avez pas à tempêter parce que vous n'accédez pas au président de la République. Non. Votre supérieur hiérarchique, votre N+1, comme on dit dans le privé, c'est le Premier ministre. Et je n'ai pas le sentiment que la porte du Premier ministre John Goutté ait jamais été fermée à Issa Chiroma ou à quelqu'un d'autre. Maintenant, je comprends sa déception. Peut-être que moi-même j'aurais réagi de la... Peut-être que j'aurais réagi de la... Au-delà de sa fonction ministérielle, il était également un allié politique de Paul Biya. Oui. Donc quand il parle de rencontrer le président... Rencontrer le président, rencontrer son allié politique. Mais nous sommes parfaitement d'accord. Mais et dans ce couloir-là, le Premier ministre ne peut pas servir nous sommes parfaitement d'accord. Mais je voudrais rappeler ici, contrairement aux informations qui circulent, que le président, il y a quelque temps, a reçu longuement Issa Chiroma. Je ne voudrais pas dire où. Donc, et je le mets au défi d'infirmer cette information-là. Donc,
Mais si vous commencez à lui dire, dites totalement. Mais je dis que le président l'a reçu, mais justement, ce n'était pas dans le cadre gouvernemental. Parce que dans le cadre gouvernemental, il n'est pas un allié. Donc vous dites que le ministre ment, le ministre se trompe lorsqu'il dit le ministre se trompe et l'allié ne dit pas non plus la vérité.